Et merci à tout le monde d'accepter de passer 20-25 minutes avec moi là, pour parler finalement d'une aventure d'une entreprise. Alors, je me présente Christophe Klotz, je suis le directeur RSE, responsabilité sociétale, du groupe Liebo. Alors le groupe Liebo, c'est un groupe familial vendéen qui n'est pas forcément connu, mais qui est connu beaucoup plus au travers de ses marques. Si je vous dis Caline, Méo, Wibet, Westalu, voilà. Donc nous sommes leaders de la menuiserie extérieure en France et nous sommes un des co-leaders européens. 4000 salariés environ, 13 sociétés, présents dans 5 pays, mais beaucoup quand même très centrés sur la France, avec effectivement un certain nombre de sites industriels dans l'Ouest, et essentiellement en Vendée, et ça a une importance sur la suite de mon intervention. Ça fait plusieurs années que j'ai la chance de pouvoir parler de nos activités, et compte tenu de ma responsabilité personnelle, je ne peux pas commencer sans enfoncer des portes ouvertes. Je suis un peu navré, mais autour du dérèglement climatique, parce que sinon on ne peut pas parler de décarbonation. Et malheureusement, cette année, bien écoutez, voilà, j'ai piqué honteusement un graphique sur le site du Monde, le journal Le Monde, qui est issu en fait du système européen d'information sur les incendies. Eh bien, écoutez, par rapport à une normale qui aujourd'hui en Europe est de l'ordre de 400 000 hectares qui disparaissent, partent en fumée tous les ans, ben, cette année, eh bien, à fin août, nous étions à x4. Nous avons atteint 1 million d'hectares de forêts détruites, c'est-à-dire la surface de la Corse, tout simplement, qui a disparu. Alors, et le pire là-dedans, c'est que ça n'est pas fini, puisque, et là, encore une fois, moi j'aime bien piquer les présentations des gens quand elles sont très très bien. Donc ce sont nos amis du comité 21 Grand Ouest qui ont, alors ce graphique commence à être un peu connu, mais il faut quand même le répéter, qui a fait une simulation sur l'évolution notamment des températures d'ici à 2080, se basant évidemment sur les données du GIEC, mais adaptées à... Et là, c'est l'exemple de d'Angers, donc vraiment on est sur les Pays de la Loire. Le scénario RCP26, qui est celui où on arrête tout, c'est le Covid en permanence, voilà, fait que d'ici à 2035, puisque l'inertie climatique existe, eh bien écoutez, on aura augmenté de toute façon le nombre de journées de très forte chaleur. En revanche, beaucoup plus inquiétant, voilà le scénario 8.5, qui est le business as usual, qui porte extrêmement bien son nom, puisque on continue à émettre à l'échelle planétaire toujours plus de gaz à effet de serre, ce qui fait qu'au final, vous voyez qu'en 2035, nous serons à peu près à la même, même s'il y a une accélération, on sera à peu près à la même situation que dans l'autre scénario. En revanche, à 2055, on aura doublé le nombre de jours de forte chaleur. Vous voyez, le lien avec les incendies, il est évident. J'ose même pas parler de 2085, puisque j'ai l'habitude de dire, regardez dehors, profitez bien de ce beau spectacle avec ces arbres, parce qu'à mon avis, ils ne seront plus là en 2080. C'est tellement dingue qu'on a du mal à imaginer ce que ce sera. À côté de ça, évidemment, le dérèglement climatique, c'est bien autre chose. Ce sont toutes ces catastrophes naturelles qui, en permanence. J'ai même pas eu la force en fait, de le renouveler. Ce slide, il a 6 ou 8 mois, et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, ne serait-ce que la mousson catastrophique en ce moment en Inde. C'est absolument terrifiant. Et à côté de ça, le coût est absolument exorbitant, et ça fait le lien avec l'économie, avec en fait les entreprises, en ce sens que aujourd'hui, il y a un an, on estimait que les 10 premiers cataclysmes au niveau planétaire avaient un coût pour la communauté de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, on pourrait pratiquement se dire que ça double tous les ans. Enfin, on en est dans un monde qui est déjà fou, mais qui va le devenir de plus en plus. Le bâtiment, le logement pèse très très lourd dans la balance. Ce schéma, il a été honteusement volé à l'ADEME. Non, je plaisante évidemment, puisque il explique comment, en France, en moyenne, une empreinte carbone de 10, on va dire de 10 tonnes par an et par habitant d'émissions doit être amenée à 2, c'est-à-dire on doit le diviser par 5 d'ici 2050 pour respecter les accords de Paris. Plus intéressant, c'est évidemment la partie qui est en bleu clair, puisque la partie en bleu clair, elle concerne le logement, que ce soit la construction et que ce soit plus l'usage. Et c'est là où on voit que si on regardait la différence entre les deux
l'objectif à 2050, vous voyez que la part bleu ciel, elle est toute petite, ce qui veut dire qu'on attend énormément d'efforts, c'est-à-dire on doit diviser par 10 notre empreinte carbone. Donc évidemment, quand on est un acteur comme nous du logement, du bâtiment, c'est absolument indispensable si on se veut responsable comme entreprise, d'œuvrer là-dessus. Alors, je ne vais pas détailler, comme j'ai pu le faire dans la dernière édition d'Energy Meeting, toutes les parties d'un plan environnemental ambitieux et très engagé d'une entreprise comme la nôtre. En revanche, simplement parce qu'il y a d'autres actus, vous allez voir, c'est évidemment au niveau du scope 3 qu'il faut que l'on travaille. Nos matières premières, et c'est vrai encore plus, je trouve, dans le monde de la menuiserie extérieure, les matières premières sont prédominantes. Notre scope 3, il dépasse les 85% de notre bilan carbone, ce qui veut dire qu'il faut qu'on travaille évidemment avec l'ensemble de notre écosystème. Et quand je le dis, ça peut sembler tarte à la crème, mais ça veut dire rien n'est possible si vous ne connaissez pas super bien votre amont, votre aval, toute la chaîne de valeur, et si vous n'avez pas un travail de fond avec eux. Et quand je dis un travail de fond, c'est par exemple, et c'est ce que je dis à mes pairs, c'est d'avoir, par exemple, avec ses fournisseurs, une politique d'achat responsable, écrite, décrite, avec vraiment on va dire des ambitions et des objectifs extrêmement clairs et timés dans le temps. C'est mal dit, mais vous m'avez compris. Les salariés, ça c'est le côté sobriété énergétique qui est peut-être un petit peu moins impactant par rapport à tout ça, mais qui est socialement parlant et sociétalement parlant important, c'est l'implication de tout le monde. Si vous venez chez nous, vous allez voir, il fait un petit peu frais dans les bureaux en hiver, comme dans les usines. Et là-dedans, c'est aussi l'acceptation de nos collaborateurs qui est à souligner. Et puis, il y a un focus sur les emballages, parce que des menuiseries, encore une fois, vous les voyez de loin, vous les voyez posées. Par contre, il faut les fabriquer à un endroit et les transporter. Et le transport des menuiseries, c'est un moment très délicat, parce que surtout si vous êtes un peu sur du haut de gamme, c'est quelque chose d'assez fragile. Et donc, il ne faut pas mégoter là-dessus. Donc, c'est tout le travail qui consiste à optimiser ça avec cette idée d'un réemploi à un jour à 100% de nos emballages. Alors, quand on parle de socialement responsable, sociétalement responsable, ce qui compte, c'est avant tout d'œuvrer pour le bien de tous, faire en sorte que l'entreprise, encore une fois, agisse en responsabilité, en creusant pas un peu plus la tombe de ceux qui vont nous succéder. Mais si on ramène ça à la menuiserie, là, pour le coup, et quand je dis menuiserie extérieure, c'est façade comprise, c'est ce qui compte, c'est le bien-être. Le bien-être de tous, parce que nous avons tous, où que nous soyons, où que nous habitions, nous avons des fenêtres, nous avons des portes éventuellement vitrées, etc. Et c'est là où il faut distinguer le bien-être d'hiver. Classiquement, vous recherchez l'isolation, c'est le fameux UW, il faut qu'il soit maximal sans non plus tomber dans l'excès, et en profitant un maximum d'entrée de lumière, puisque évidemment l'énergie vient, quoi qu'il arrive, elle vient du soleil, donc la chance que nous avons avec le verre, c'est de laisser rentrer de l'énergie. Et puis à côté de ça, c'est le bien-être d'été, qui, on était peut-être un petit peu moins concernés il y a quelques dizaines d'années dans l'Ouest, dans le Nord-Ouest, et aujourd'hui, malheureusement, un peu comme beaucoup, nous sommes très concernés. C'est à la fois toujours garder un maximum de lumière qui rentre, mais gérer beaucoup plus la ventilation, est de plus en plus intelligente, donc ça fait penser à de la domotique, et évidemment une gestion des occultations qui est aujourd'hui absolument indispensable. Et c'est bien l'équilibre entre les deux qu'il faut rechercher. Et là, je voudrais juste faire un focus. Alors, je ne suis pas le meilleur expert de l'entreprise pour ces questions. Par contre, si vous venez nous voir aujourd'hui, nous avons la chance, parce que nous sommes presque à domicile entre la Vendée et Nantes, d'avoir notre ingénieur acousticien et thermicien du groupe qui est là et qui pourra reprendre en détail cette étude de Tribu Énergie qui a été en fait commandée par notre syndicat professionnel, le SNFA, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et dont les résultats vont à l'encontre de ce que l'on peut intuitivement penser. Là, vous avez ici, ce qu'on pense naturellement, c'est qu'en été, il vaut mieux qu'on minimise la surface vitrée des bâtiments pour pouvoir optimiser, on va dire, son empreinte
on va le dire comme ça, son empreinte énergétique ou son empreinte carbone. Et là, donc c'est une étude qui a été mandatée. Alors je précise uniquement pour du tertiaire. Entre-temps, il y a des choses qui apparaissent, qui sont apparues pour le résidentiel, évidemment un peu différent, mais dans le monde du tertiaire, quelle que soit quasiment la région où on se trouve en France, et quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, le type de vitrage, le type d'orientation notamment, eh bien, vous avez ici une représentation du BBO. Donc le BBO, c'est donc bien la somme des consommations énergétiques pour chauffer, pour rafraîchir et pour s'éclairer. Et avec la RE 2020, vous avez les trois seuils qui sont représentés. C'est en point, en vert 2022, en bleu c'est la ligne 2025, celle qu'on doit aujourd'hui absolument respecter, ne pas dépasser aujourd'hui dans le cadre du tertiaire neuf. Et vous avez en violet ce qui sera imposé en 2028. Et lorsque vous superposez à ça, dans le cadre des études, le BBO théorique en fonction du type du taux de surface vitrée, notamment d'une façade, quelque chose qui est complètement contre-intuitif, c'est que plus vous augmentez en fait, alors évidemment avec des protections solaires, sinon ça ne fonctionne pas, vous imaginez bien, vous êtes derrière une façade vitrée en plein soleil, bon, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Par contre, avec la protection solaire qui va bien, le meilleur équilibre, il se trouve à partir de 50%, voire 60% de surface vitrée. Et donc, il faut vraiment que, dans le cadre de nos études, et avec les bureaux d'études techniques, évidemment, c'est quelque chose qui est essentiel, on tienne compte de ces nouvelles données pour pouvoir mieux anticiper notamment la RE 2020 et notamment son seuil haut de 2028. Si vous voulez évidemment savoir plus, je vous invite à venir nous retrouver ensuite sur le stand de Calaï. Je finirai cette présentation pour parler d'une actualité qui est quand même, alors évidemment extraordinairement importante pour nous, mais importante, je pense, pour beaucoup plus de monde. À savoir que notre groupe a démarré cet été, nous avons mis en fonctionnement une fonderie aluminium bas carbone, qui est la première fonderie aluminium bas carbone uniquement alimentée avec des chutes et de l'aluminium de fin de vie bâtiment. Elle est en Vendée, pour ceux qui connaissent le coin, elle est à côté de Luçon, à Saint-Hermine, donc au sud Vendée, dans un endroit avec une certaine déprise économique. Donc, vous voyez, socialement parlant, il y a aussi un autre intérêt. Mais juste avant de vous la décrire, un petit peu d'histoire. Une entreprise comme la nôtre, évidemment, enfin, c'est comme n'importe quelle entreprise, doit sécuriser ses approvisionnements. Donc, historiquement, en confiance, nos fournisseurs, qui sont des industriels de l'aluminium, et ça, ce que je vous décris, c'est sur plusieurs décennies, se sont installés dans l'Ouest pour pouvoir nous servir. Alors, comme nous sommes un leader de l'aluminium bâtiment, tout un écosystème s'est créé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le business de l'aluminium bâtiment dans l'ouest de la France, c'est le spot le plus important d'Europe. C'est aussi bête que ça. Et donc, pour nous, c'est une chance, mais il y a beaucoup d'autres entreprises de transformation qui se sont installées. Et puis, ça ne suffisait pas. Il fallait quand même que l'on puisse sécuriser encore plus, et donc on a démarré dans le groupe de l'intégration verticale avec notamment des volets roulants. Voilà, c'est la société Eureka qui se trouve à Montaigu, vous voyez, pas très loin de Nantes. Et puis ça a été du laquage, et puis ça a été l'extrusion, c'est-à-dire les profilés aluminium, pour pouvoir être certain d'être livré en temps et en heure, etc. Toujours en collaboration malgré tout avec nos fournisseurs. Donc c'est Exal qui est à Lyon et qui fait de l'extrusion. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une aberration, c'est que toutes les chutes de production, parce que quand vous faites des barres, vous coupez, voilà, il y a un certain pourcentage de chutes qu'on a du mal évidemment à baisser. Toutes ces chutes partaient à l'étranger, puisque en France, nous n'avons pas de fonderie d'aluminium capable de refondre cet aluminium. Par en Belgique, en Espagne, pas très loin, mais c'est une aberration. Et donc, a commencé, on va dire, une réflexion qui d'abord a consisté à dire, mais cet aluminium qui vient de chez nous, on va travailler avec nos fournisseurs ou le fournisseur de notre fournisseur pour essayer d'avoir un début de boucle fermée.
Et ça ne suffisait pas. C'est une question de volumétrie, ça ne suffisait plus. Et d'autant plus qu'on n'avait pas la certitude de pouvoir assurer ce qui allait arriver, ce qui est en train d'arriver de façon évidente, c'est-à-dire que l'aluminium bâtiment, un jour ou l'autre, il sera composé d'aluminium issu de fin de vie, on va dire d'aluminium, de menuiserie de fin de vie, de garde-corps, etc. Et donc la décision de lancer ce qui s'appelle Corallium a été prise. C'est un investissement, 42 millions d'euros, co-investissement avec le groupe Fénéral, donc, qui se trouve également en Sud-Vendée. Nous avons, pour des questions on va dire, c'était un moment un petit peu délicat en termes d'investissement, et dans un contexte, vous connaissez, de désindustrialisation massive en France. Et là, quand vous venez et que vous allez rencontrer les interlocuteurs des pouvoirs publics en leur disant on va construire une fonderie, je peux vous dire qu'on vous regarde avec des grands yeux, et quand vous dites vous êtes prêts en tant que famille, parce que c'est une famille, la famille Liébaud, à mettre 40 millions d'euros sur la table, on vous écoute et on vous aide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la volumétrie, le tonnage qui va être produit, il représente 2 fois nos propres besoins. Sous-entendu, ce n'est pas seulement un investissement pour nous, mais c'est également un investissement pour beaucoup plus on va dire, d'acteurs de la transformation de l'aluminium bâtiment. Et pourquoi est-ce qu'on est les premiers ? Sincèrement, c'est une question où on dit mais comment ça se fait que ça n'existait pas ? Il faut avoir du courage, il faut voir très très loin. Et il se trouve que c'est tout l'avantage d'une famille qui a à cœur en fait de transmettre son entreprise. Donc il voit à 20 ans, 25 ans, et qui n'est pas là à regarder à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Et ça change absolument tout. Il faut être confiant, et puis il faut y aller, quoi. Il faut avoir du courage. Et donc, pour finir, donc simplement description de cette fonderie. Si vous avez un jour l'occasion de la visiter, pourquoi pas, parce que je pense que ça se fera. C'est pas seulement une fonderie. Quand vous arrivez, l'essentiel en fait du site, il est composé en fait d'un circuit de triage, c'est-à-dire toutes les technologies parmi les plus sophistiquées pour trier des matières à partir de profilés, de fenêtres coupées en très gros morceaux avec encore à l'intérieur des matières plastiques notamment, plus de verre. Et vous avez, voilà, c'est comme un centre de traitement ultra sophistiqué qui permet en fait de récupérer absolument toutes les matières. L'idée centrale, c'était vraiment d'offrir une solution qui était locale. Le local, pour nous, il est grand ouest de la France, voire la moitié ouest du pays. Pour les collecteurs de déchets alu, qui eux-mêmes sont aujourd'hui en souffrance pour la fin de vie des produits. Et puis, techniquement, on peut toujours se poser la question, ce qui n'est pas vrai pour toutes les matières, est-ce qu'il y a une différence métallurgique entre de l'alu recyclé ou pas ? Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions. En revanche, quand on vous explique que vous êtes capable, au moment où vous avez cet aluminium en fusion, de faire, d'aller chercher un échantillon et ensuite potentiellement d'aller le corriger avec des alliages un petit peu plus purs, avec tel ou tel métal notamment, eh bien, à la fin, vous vous retrouvez avec des profilés qui ont exactement le bon profil et la bonne tenue dans le temps. La traçabilité est un point important. Petit clin d'œil à notre filiale Westalu, parce que Westalu est le façadier du groupe. Aujourd'hui, Westalu a lancé une initiative qui aujourd'hui est close et qui a permis, disons, de démonter complètement, puisqu'il démonte et il pose les façades, a permis de démonter entièrement la façade d'un immeuble, récupérer l'intégralité de cet aluminium pour ensuite le refondre. Là, vous touchez du doigt, ce qu'ils appellent cyclium, vous touchez du doigt vraiment cette circularité complète en essayant de réduire au maximum les trajets. Et là, on va commencer vraiment à toucher l'extrême minimalisme dans la production, on va dire, de nos menuiseries. Petit clin d'œil aussi à nos fournisseurs de vitrage qui travaillent d'arrache-pied aujourd'hui, tous, à utiliser de plus en plus également de calcin, donc du verre bâtiment, du verre plat pour le réinjecter. Donc un jour ou l'autre, en fait, et dans un avenir pas très lointain,
je pense qu'on sera capable de mettre sur le marché des menuiseries qui seront composées peut-être presque exclusivement avec des matières recyclées. Voilà, on ne pourra pas se passer des menuiseries. En revanche, on pourra beaucoup travailler sur les matières et on va dire sur l'empreinte, notamment carbone, de nos menuiseries. Voilà, bon, simplement, on essaie à notre échelle, on essaie d'être utile. Voilà, on a cette chance, et toutes les entreprises ne l'ont pas, de dire nos produits sont utiles. Voilà, je ne vois pas qui peut dire une menuiserie extérieure, on n'en a pas besoin. Alors qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup de produits dont on pourrait complètement se passer. Donc c'est une chance. Après, il faut faire notre part pour les baisser. La façon de faire, c'est ce que je prône et que je partage avec mes pairs. D'abord, on prend conscience. C'est tout le travail en interne avec nos salariés, avec les comités de direction, comités exécutifs, tous les cadres, pour dire hey, les gars, réveillez-vous, regardez qui nous sommes. On prend conscience, on se forme, et ensuite, on pense global. Tout seul, on réussit à rien du tout. Moi, sans mes fournisseurs, sans nos clients, s'ils ne sont pas embarqués, y compris le client du client, Madame Michu, qui va elle-même être... voilà, elle a un rôle à jouer, et ça prend beaucoup de temps de travailler avec tout le monde. Il faut avoir l'envie aussi de faire avec les autres. C'est tellement plus facile quand on reste chez soi de dire moi, je sais qu'est-ce que je vais faire, je fonce, voilà. C'est un peu l'esprit peut-être grand groupe, mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille. On sait que tout seul, on n'arrivera à rien. Si vous avez un écosystème qui à un endroit, vous avez un petit grain de sable ça s'arrête, ça fonctionne pas. Puis ça nous permet aussi d'avoir les bons produits. C'est tout l'enjeu de Corallium. Et puis à la fin, petite pirouette, on fait notre part. On ne va pas sauver le monde, hein, mais voilà. Je pourrais en parler pendant des heures. On essaye de faire ce qu'il faut dans un contexte, en plus, là, en 2025 et depuis 2 ans, extrêmement compliqué dans le monde de la construction, vous le savez, parce que vous êtes tous des professionnels. Et on a la chance de tenir la barque. Ça va. Ça va. Faut pas que ça dure non plus encore trop longtemps. Mais globalement, on est hyper confiant et voilà. Et on continue, vous voyez, à faire à la fois du business et en même temps, on fait notre part du point de vue sociétal. Merci beaucoup. Et puis, je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et puis, vous pourrez nous retrouver sur le stand 23. Quand vous rentrez, c'était le premier qui était à droite. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il paraît que c'est pour l'enregistrement. Bonjour. Est-ce que vous avez réussi à identifier l'impact carbone de l'intégration de l'aluminium dans les menuiseries versus quand vous faites importer de l'aluminium par vos fournisseurs ? Est-ce que vous savez quel sera votre impact ? Alors aujourd'hui, vous démarrez une activité, donc une fonderie. Donc en fait, c'est toute la question qui tourne autour des FDES, autour de l'empreinte carbone des menuiseries, etc. Donc on démarre aujourd'hui une menuiserie, c'est une toute nouvelle activité. Évidemment que l'empreinte environnementale, déjà plus globale, de cette entreprise, et donc de la billette qui sortira, est en cours d'étude. On a effectivement un certain nombre de travaux en cours, vous imaginez bien, mais par contre, il faut du temps. Alors je l'explique parce que peut-être vous êtes un super spécialiste de la question, peut-être pas tout le monde, mais il faut du temps pour avoir cette empreinte. Et ensuite, là par contre, on sait entre la billette et l'extrusion et ensuite la menuiserie, on a une petite idée de là où on va. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Et comme on est une entreprise qui n'aime pas raconter de bobards, on aime bien être sûr de notre coup et puis surtout avoir le backup du tiers de confiance qui va certifier tout ça, on préfère ne pas en parler maintenant. Mais évidemment qu'on travaille dessus. Peut-être une question naïve, mais est-ce qu'il est possible d'intégrer dans votre usine des déchets qui viennent de la déconstruction ? Alors, j'ai parlé de l'expérience de Westalu, puisque là, vous êtes sur, allez, on va dire, une intégration du démontage comme de la pose dans l'entreprise. Donc là, vous pouvez, et là, vous voyez, encore une fois, c'est un bon exemple de collaboration, par exemple, avec un promoteur. Vous allez bien démonter entièrement, par exemple, une façade. Là, vous allez être sur une certaine volumétrie qui va vous permettre de tracer complètement.
si votre question c'est est-ce qu'il est possible d'intégrer de l'aluminium de fin de vie, alors j'ai dû me planter dans l'explication, puisqu'en fait l'idée c'est de n'utiliser que de l'aluminium de fin de vie auquel vous rajoutez les chutes de production. Cet aluminium qui sortira de cette fonderie est exclusivement composé de... Alors il y a les chutes de prod, parce que ça ne sert à rien de les envoyer à l'étranger, mais surtout, c'est l'utilisation des chutes, des menuiseries de fin de vie. Et donc, en collaboration avec le monde du recyclage, qui, eux, ont leur propre écosystème, ça a complètement séparé, parce que cet aluminium, c'est un aluminium bâtiment, c'est pas un aluminium, c'est pas le même alu que pour l'industrie automobile, l'aviation ou les canettes, hein. C'est pas du tout le même, il est très particulier. Donc, il faut être sûr de son coup, il faut avoir les bons partenaires. Donc c'est ça l'idée. C'est le recyclage. C'est d'être un acteur de la fin de vie des produits. En revanche, si vous allez voir Caline, en fait, nous ne posons pas. Ce sont des artisans qui posent. Donc se pose la question à un moment de la rupture de la chaîne. Donc ce qui fait qu'à un moment, c'est un petit peu compliqué d'assurer une traçabilité quand vous avez une telle quantité, un tel nombre d'artisans qui eux-mêmes vont être... vous voyez, vous changez 5 fenêtres là, 3 fenêtres ici, 2 là, ça va être un peu plus compliqué, mais in fine, c'est de la récupération de ces fenêtres, malgré tout. Il y a une question ici. Bonjour. Vous n'avez pas parlé beaucoup de Méo, que je connais un petit peu pour avoir réalisé le FDES. Donc ça m'intéresserait d'avoir une petite perspective sur le bois alu. J'ai une deuxième question sur le prix, les implications en termes de prix pour vos clients, pour le client final, et son acceptabilité, que ce soit d'intégrer plus de recyclés dans vos billettes ou éventuellement du fait que le bois alu prenne peut-être plus de parts de marché à terme. Et j'ai une dernière question sur le réemploi dont vous n'avez pas parlé. Voilà, est-ce que vous avez des vues là-dessus, des perspectives sur le réemploi? Alors, je vais pouvoir parler de ce que je connais. Pour ce qui est de Méo, l'entreprise Méo, qui est en fait une des sociétés du groupe Liebo, c'est le spécialiste bois-aluminium. Évidemment que cette filiale est plus qu'intéressée par l'aluminium qui viendra de Corallium. Et si j'ai bien compris, c'est vous qui les aidez à construire leur FDES. Donc c'est une question de temps pour qu'ils accèdent, comme toutes les marques d'ailleurs, à cet aluminium. Bon voilà. Concernant le prix, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. De pouvoir aborder cette question. Nous démarrons là aujourd'hui la production de cet alu bas carbone. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas tout petit une fonderie. C'est quand vous êtes dedans que vous vous rendez compte ce que c'est que de l'industrie lourde. Et comme c'est un nouveau métier pour nous, on découvre beaucoup de choses. On s'est entouré des meilleurs spécialistes dans le monde. C'est un Australien qui est venu nous aider. C'est vous dire si vraiment il faut s'entourer des quelques rares compétences qui existent sur la planète. En revanche, vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. On l'a démarré au mois de juillet, donc vous voyez, c'est tout frais. Attendons d'abord que tout ça démarre bien, soit stabilisé, et après, on parlera de ça. Et la dernière question, c'était le réemploi. Le réemploi, c'est un rêve. Hein. Dans le réemploi des fenêtres, aujourd'hui, il y a une réflexion d'ailleurs qui est générale chez tous les fabricants de fenêtres. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas de solution. Voilà, je le dis très simplement, j'ai pas de solution à proposer, une solution intelligente, autre que récupérer des montants et puis faire quelque chose avec. Mais le réemploi en lui-même, les questions assurantielles notamment, nous pénalisent beaucoup. Par contre, si vous avez des pistes, on peut en parler juste après. Très intéressé.